trouble. All right. Let's get it. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Where's my dad? I want to get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Maintenant, nous allons passer à la partie personnage, en commençant par le personnage de Bloodsport, interprété par Idris Elba, du coup, Robert Dubois, du coup. Et donc, c'est un personnage assez très spécial dans le développement du projet, dans le sens où, à la base, le personnage aurait dû être Deadshot. À la base, ça se voit très clairement que dans le scénario, c'était Deadshot, ça se voit très bien. Et donc à la base, du coup, Will Smith aurait dû revenir, mais il n'a pas pu revenir. Du coup, ils ont casté Idris Elba, et donc à la base, Idris Elba aurait dû remplacer Will Smith en tant que Deadshot. Mais au bout d'un moment, vu que ce serait quand même pas mal d'avoir Will Smith avec nous, au cas où Will Smith reviendrait un jour à Deadshot pour un prochain film, eh bien, ils ont choisi de créer un nouveau personnage pour Idris Elba, et donc il ne joue pas Deadshot. Et donc, pendant une grosse partie du script, en gros, James Gunn a écrit le personnage pour Idris Elba sans savoir quel personnage des comics ça allait être. Donc, il a écrit son personnage avec beaucoup de similitudes avec Deadshot, justement parce qu'à la base, ça devait être Deadshot. Donc, il y a quelques éléments du scénario où ça se voit qu'il a gardé dans le film final, du coup, dans la version finale. Et donc, il y a des moments où on pensait que ça aurait pu être le Vigilante, vu que, en gros, dans le tournage, le personnage a été appelé le Vigilante pour que personne sache qu'il joue Bloodsport. Et donc c'est jusqu'au DC Fandom que donc là on a enfin découvert qu'il jouait Bloodsport. Et moi j'étais assez inquiet dans le sens où Idris Elba, c'est un putain d'acteur. Il avait déjà été sous-coté dans le MCU en tant que Heimdall dans les films Thor, alors que c'est un putain d'acteur, et donc j'aurais espéré que chez DC il aurait enfin un rôle qui lui va vraiment, quoi, le rôle qu'il mérite, quoi. Donc au début je pensais par exemple qu'il allait jouer Bran Steiger, qui est aussi une icône de la Suicide Squad, bon, qui n'est toujours pas là du coup, mais bref on verra dans un autre film. Donc je me demande quel personnage il allait jouer, et quand ils ont dit Bloodsport, j'ai fait mais Bloodsport, ce personnage tertiaire de seconde zone du bas fond de mes toilettes, j'étais déçu et j'étais en mode, j'espère au moins que le personnage sera putain de cool et que Idris Elba va tout lâcher, quoi, malgré tout. Mais au final le personnage c'est Deadshot, c'est le parfait amalgame entre Bloodsport et Deadshot, c'est un mélange des deux, ça il n'y a aucun doute, c'est clairement ça. Et donc Bloodsport dans les comics, en gros, c'est un ennemi de Superman. C'est un gars qui a fait la guerre du Vietnam, qui a un PTSD, et je crois que c'est à cause de son frère qui a été très blessé par la guerre du Vietnam, et donc il est devenu un peu fou, et donc il est devenu un mercenaire du nom de Bloodsport. Il arrive à téléporter diverses armes de ses mains, en fait. Et donc un jour il a tiré une balle de kryptonite sur Superman et l'a mis en réanimation. Et c'est la seule chose pour laquelle Bloodsport est connu dans les comics. Et donc dans le film, c'est aussi un ancien vétéran qui a fait l'armée à Kourak par exemple, comme on l'avait déjà dit. Bon, il n'a pas de bail avec son frère, mais on sait que son père a été mercenaire et qu'il a été éduqué pour l'être également. Et donc là aussi, il est connu pour avoir tiré une balle de kryptonite sur Superman et l'avoir mis en réanimation. Et c'est aussi une de mes déceptions, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé avoir des flashbacks quand même dans le film de certains personnages. J'aurais vraiment aimé voir cette scène où Bloodsport est tiré sur Superman. Mais c'est à cause de Warner, ils m'emmerdent. Warner à pas savoir s'ils vont utiliser Henry Cavill ou pas, ça m'emmerde. Bon, ils auraient pu faire comme Shazam, mettre une doublure, hein, tu vois, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé voir cette scène entre Bloodsport et Superman. C'est vrai que j'étais un peu triste qu'on l'ait pas eu, même si je m'y attendais au moins. Mais bon, comme dans les comics, il a fait la seule chose pour laquelle il est connu dans les comics, dans le film du coup. Et donc le personnage est aussi afro, comme Bloodsport dans les comics. Je crois que Bloodsport aussi est anglais, comme Idris Elba, et donc le personnage de Bloodsport est anglais du coup, dans le film. Et donc voilà, les pouvoirs ont été un peu modifiés dans le film, vu qu'au lieu d'avoir des armes futuristes qui se téléportent de ses mains, en fait, toutes ces armes proviennent de son armure, en fait. Il arrive à sortir plein d'armes de son armure, et c'est giga classe.
Je crois qu'il a le meilleur design du film. Il pète la classe, ses armements pètent la classe, il pète la classe. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage quelque part que James Gunn ait complètement remodifié le design de Bloodsport, dans le sens où je trouve que Bloodsport dans les comics, son design convient parfaitement à ce que fait James Gunn dans ce film-là, c'est-à-dire un espèce de film de guerre dans la forêt, etc. Et Bloodsport dans les comics, c'est clairement un Rambo avec son bandana rouge, son pantalon militaire. Donc c'est vrai que je suis un peu surpris qu'il ait complètement changé le design du personnage. Mais j'aime beaucoup le redesign du personnage quand même, avec ce casque qui rappelle le xénomorphe de Alien, et ce code couleur noir-orange avec toutes ses armes giga badass. Non, il pue la classe. Il pue la classe. Mais c'est tout. C'est tout ce qui est basé de Bloodsport. Mais sinon, c'est clairement Deadshot, parce que déjà, il est afro comme Deadshot dans Suicide Squad, même si dans les comics Deadshot est blanc, mais les deux, par rapport à Will Smith dans Suicide Squad, les deux sont afro, les deux sont des experts en armement, les deux sont les personnages principaux de leur film, et les deux ont des casques aussi, et voilà. Et pour moi c'est clairement un mélange entre Deadshot et Bloodsport, vu que Deadshot, dans les comics Bloodsport n'a jamais fait partie de la Suicide Squad, et ça a toujours été un personnage tout petit dans les comics, très tertiaire, dont tout le monde se fout. Et alors que dans les comics, Deadshot, lui, dans les comics Suicide Squad, la star, c'est Deadshot. C'est lui le personnage principal de la Suicide Squad, c'est lui la vedette. Et je trouve que la personnalité de Bloodsport, c'est la personnalité de Deadshot dans les comics. C'est-à-dire ce gars un peu froid, qui peut sortir des insultes, qui est un mercenaire extrêmement doué, qui fait tout ça pour sa fille. Et Bloodsport n'a pas de fille dans les comics. Tous les bails de la fille, ça vient de Deadshot, qu'il avait aussi dans le premier Suicide Squad, et que Deadshot a aussi dans les comics. Tous les bails avec sa fille, il les a dans les comics. Donc tout ça fait très Deadshot. Tous les bails avec sa fille, ses motivations font très Deadshot. Ses relations avec les personnages font très Deadshot, avec ses relations avec Peacemaker qui peut faire penser à la rivalité qu'a Deadshot avec Captain Boomerang dans les comics, ou avec Rick Flag dans le film. Le fait que ce soit un mercenaire, payé pour l'argent, etc., qui soit le grand personnage principal du film, qui porte son casque, etc., et qui a une personnalité vraiment qui est à la fois un mercenaire, mais qui a à la fois un côté anti-héros en lui, et qui peut avoir une rédemption, c'est Deadshot. C'est Deadshot, et le pire, c'est que c'est un meilleur Deadshot que Deadshot. Parce que Will Smith dans Suicide Squad, il puait la merde. Le seul truc que j'aimais bien avec le Deadshot de Suicide Squad, c'était son design qui était extrêmement stylé. Son masque, il était giga badass, mais il l'a porté même pas 2 minutes dans le film. Et là, Bloodsport, lui, son casque, il le porte très souvent dans le film. Il y a 6 scènes où il le porte, le casque. Et au moins, quand il l'a plus dans le final, c'est justifié pourquoi il l'a plus, parce que le casque se pète à un moment donné, du coup. Mais oui, c'est clairement un meilleur Deadshot que Deadshot dans les films, vu que dans Suicide Squad, Deadshot, c'était Will Smith. C'était Will Smith, il était pas du tout méchant, il était marrant, il était rigolo, il était fun, il lâchait des blagues, c'était Will Smith. Alors que là, c'est vraiment le Deadshot des comics des années 80, quoi. Le Deadshot qui est un peu sérieux, qui est un leader, qui est un peu dark, mais qui a à la fois un peu à ce côté anti-héros, c'est Deadshot. Donc pour moi c'est clairement un amalgame entre Deathstroke et Deadshot, vu que c'est le même profil à peu près. Mais c'est un meilleur Deathstroke, c'est un meilleur Bloodsport que Deadshot, et donc quelque part je suis content qu'Idris Elba ait ce rôle, vu qu'au final ils jouent plus ou moins Deadshot quand même. Et Deadshot dans les comics ça reste un très gros personnage, vu que c'est lui le gros personnage de Suicide Squad. C'est pour ça que je suis pas dégoûté que Deadshot soit pas dans le film, parce que le Deadshot du premier Suicide Squad était éclaté, et parce que le Bloodsport de Idris Elba est plus proche d'un vrai Deadshot, du coup. Et puis dans tous les cas, le personnage reste similaire à Deadshot, donc ça reste le même concept, c'est-à-dire encore un film Suicide Squad où le personnage principal est un expert en armes à feu, quoi. Parce que Deadshot c'est le gros personnage clé des comics, du coup. Donc ça c'est cool, et je trouve que le personnage marche très bien, il a un vrai arc, j'adore sa rivalité avec Peacemaker, marche bien, vu que les deux ont à peu près la même backstory. Donc j'ai trouvé que ça marchait assez bien, j'ai trouvé que cette rivalité marchait assez bien avec cette scène où les deux butaient des gens avec des armes imaginaires, des façons de tuer assez fun, assez cool, mais on se rend compte qu'ils ont tué des gentils quand même. Et sa relation avec Ratcatcher, qui lui rappelle sa fille, fonctionne également très bien, où les deux disent qu'ils vont se protéger l'un à l'autre. Au final, dans le combat final, on découvre Bloodsport n'a plus d'armes, et du coup au final on découvre que c'est Ratcatcher qui protège Bloodsport, et pendant tout le film il y a Bloodsport qui a sa peur des rats,
pendant tout le film, et donc au fil du film il apprend à le surpasser avec le final où tous les rats passent sur lui, et dans le plan final il arrive à caresser le rat, du coup. Donc c'est vraiment un personnage qui est en rédemption, vu que le gars dit qu'il n'a plus rien de bien en lui, et avec Ratcatcher qui est une gamine qui voit comme sa fille un peu, sa fille dans l'équipe, et bien il réussit à retrouver du bon en lui, et même sa fille le voit à la télé, devient un héros qui sauve le monde, donc même sa fille qu'il insultait au début du film, bien l'accepte en tant que père. Donc oui, c'est un personnage qui est en totale rédemption, qui gagne sa dualité avec Peacemaker, qui n'a plus peur des rats, qui devient enfin un homme qui a des bons côtés en lui, des bons aspects en lui, et qui choisit de sauver des vies à la fin. Amanda Waller a dit Amanda Waller les a dit dégager, mais il a dit non, je vais quand même sauver des vies, même si je vais quand même sauver des vies, et donc on va battre Starro. Donc on voit que c'est un personnage qui a du bon en lui, et donc c'est un personnage qui marche très bien, et je trouve que Idris Elba l'interprète très très bien, hein. Quand il sort des insultes pendant tout le film, et je trouve que ça marche bien. Bon, j'aurais peut-être aimé que le personnage soit encore plus méchant, encore une fois, parce que là c'est clairement un mercenaire, et en général les mercenaires, ce sont les méchants les moins méchants dans les comics, vu que les mercenaires, c'est des gens qui font ça pour l'argent. Du coup, c'est pas des personnes cruelles en général, c'est des personnes qui ont des codes moraux, etc. Donc, c'est pas un méchant, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus gentil avec la promo, mais au final, il reste quand même un minimum un peu méchant, entre guillemets, avec les insultes qu'il sort, les provocations qu'il sort, la façon dont il parle avec Amanda Waller, etc. Donc c'est un méchant qui marche bien, un personnage qui marche bien en tant que personnage principal, très charismatique, et j'ai très hâte de voir Idris Elba par la suite, il va certainement revenir, et ce serait cool d'avoir que dans le prochain film Suicide Squad, tu aies une rivalité du coup justement entre Deadshot et Bloodsport, vu que les deux se ressemblent un peu, donc ça pourrait être fun d'avoir ça, un côté un peu buddy movie avec Deadshot et Bloodsport, du coup, mais voilà le vrai Deadshot enfin, et il ne s'appelle pas Deadshot. Donc voilà, très bon personnage pour Idris Elba qui est très bien développé, qui a tout ce qu'il faut, juste dommage qu'on n'ait pas eu droit à un petit flashback où il flingue Superman, mais pour le coup avec tous les personnages nuls qu'on a dans le film, en dehors de sa peur des rats, c'est un peu l'un des seuls personnages qui est vraiment badass tout le long, tous ses aspects sont badass, du coup, vu que son design est badass et ses scènes d'action sont badass. Du coup, très bon personnage pour Idris Elba, j'avais peur, mais au final je suis plutôt content pour lui qu'il ait ce rôle-là. C'est un peu comme les personnages de MCU très tertiaires, comme Eric Killmonger ou Nebula, dont tout le monde se fout dans les comics. Là, Bloodsport c'est pareil, mais qui deviennent des gros fans favorites dans les films. Et Bloodsport c'est le cas, c'est un gros fan favorite et c'est vraiment un très bon personnage. Ensuite, nous retrouvons le personnage de Harley Quinn campé par Margot Robbie du coup. Et j'ai toujours dit que le personnage d'Harley Quinn c'est pas mon personnage favori, j'ai jamais été un grand fan de ce personnage de base. J'ai toujours trouvé un peu surcoté, on va dire, un peu à la Deadpool, mais c'est surtout parce que j'ai jamais été fan de la direction qui a été prise avec le personnage dès le premier Suicide Squad, dans le sens où, justement, dans le premier Suicide Squad, ça aurait dû être le film où elle soit cruelle, où elle soit une vraie méchante, qui tue des gens, des innocents, etc. Donc au final, non, elle était plutôt gentille, elle se plaignait quand ça parlait de tuer des enfants, etc. Non, Harley Quinn, j'avais du mal parce qu'elle était gentille, quoi. Pendant tout le premier Suicide Squad, c'était une victime du Joker, en fait, c'était pas une méchante. Et donc pour moi, son arc a jamais été très cohérent dans le sens, pour moi, dans le premier Suicide Squad, elle aurait dû être une méchante, Birds of Prey anti-héros, et dans ce film-là, du coup, Suicide Squad, elle se rapproche plus, elle se dirige encore plus vers le côté héros de l'anti-héros, quoi. Mais le truc, c'est pour moi, elle a toujours été une anti-héros. Du coup, j'ai jamais été fan de cette version du personnage parce qu'elle n'a jamais été méchante, encore une fois. Mais après, c'est aussi ma critique de ce film-là également, c'est que Suicide Squad, c'est encore un film sur des anti-héros et pas sur des méchants. Mais au moins, le premier Suicide Squad, c'était un film sur des gentils, donc au final, ça reste mieux que Suicide Squad fait quand même mieux le taf que Suicide Squad. Au moins dans Suicide Squad, il y a des conflits entre les personnages principaux, quoi. Au moins. Ça, c'est ce que je voulais, au moins je l'ai eu, ça, tu vois. Heureusement. Mais Harley Quinn, c'est pas un personnage que j'adore. J'ai bien aimé Birds of Prey. Et donc, on continue son arc dans ce film-là. Un peu déçu qu'elle a le meilleur... Puisqu'Harley Quinn a toujours eu des costumes éclatés dans les films. J'ai trouvé tous ses costumes immondes, sauf l'original qu'elle avait en caméo dans le premier Suicide Squad. Et là, elle a le meilleur costume qu'elle ait jamais eu en cuir et tout, inspiré des jeux Arkham. Elle l'a que pour le début du film, et puis il a une robe rouge dégueulasse pendant tout le reste. J'étais un peu déçu que son meilleur costume, elle l'ait que pour 10 minutes, malheureusement, et qu'elle soit sur sa robe rouge pendant tout le reste du film. J'étais un peu déçu quand même, mais c'est pas grave. Mais ça reste Harley Quinn, on voit j'aime bien sa relation de complicité avec Captain Boomerang, avec Rick Flag. On voit qu'ils sont potes, leurs relations sont cool, on voit qu'ils s'entendent bien.
Et donc ça c'est plutôt sympa, et donc elle survit au début du film, et donc elle veut, et donc il y a le dictateur qui veut l'épouser, et ça marche bien, tu vois. Parce que du coup on est un peu dans le film, on est un peu dans son esprit, on voit comment elle imagine le côté idyllique de la chose, avec une musique très, très cool musique d'ailleurs, très idyllique, très belle, très poétique, avec une mise en scène très, vraiment en mode presque publicité, avec ce côté un peu rêvé. Donc j'aime bien tout ce côté où on voit qu'elle vit un peu la vie elle a enfin trouvé le bon gars avec la vie idéale, en gros, mais au final, non, vu que ça reste un dictateur qui est prêt à tuer des enfants, etc., et donc elle tue le dictateur, et donc après avoir rompu avec le Joker dans Birds of Prey, eh bien ce film-là continue son arc en nous affirmant officiellement qu'elle en a fini avec les hommes, et que du coup jamais, puisque Harley Quinn a toujours eu des relations maudites avec des hommes, et donc là c'est fini, là c'était la dernière fois que j'ai fucked up avec un homme, maintenant c'est fini, j'arrête mes relations avec des hommes, donc oui elle a son arc quand même dans le film, avec le fait qu'elle tue ce gars-là, donc oui elle a un arc qui est logique avec les films d'avant, donc ça c'est bien. Et puis le personnage le personnage a sa meilleure scène d'action, je pense, avec sa scène où elle bute tous les cortos maltésiens, où elle sort de sa salle de torture, où d'ailleurs j'ai déjà parlé du tout le bail avec Marilyn Monroe d'ailleurs de ce côté-là de la salle de torture, et donc elle est jamais sexualisée, par exemple, contrairement au premier film, elle est jamais vraiment sexualisée, elle est filmée comme il le faut, elle est mise en avant comme elle le faut, même si c'est la seule qui a son arc un peu perso dans le film, tous les autres ont des arcs en équipe quand même, elle c'est la seule qui est un peu perso, donc elle a quand même mise en avant un minimum, mais sa fight est très cool, on la voit imaginer des oiseaux en animation, des fleurs, etc. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on ait droit à cette fight dans sa tête, du coup, donc on voit quand même qu'elle est timbrée malgré tout, elle a des blagues qui marchent bien, comme d'habitude, ses relations avec les personnages sont cool, avec Bloodsport aussi elle est sympa quand elle confond avec Milton, etc. Et puis le fait qu'elle soit utile au combat final aussi marche plutôt bien, dans le sens où l'un des défauts du premier Suicide Squad, c'était que la plupart des personnages ne servaient à rien. Là, dans celui-là, à peu près tout le monde sert à quelque chose dans le final, vu que c'est Harley Quinn qui finit par transpercer l'œil de Starro, du coup, avec le javelin. Donc ça marche bien. Même si le personnage, dans le final, fait pas grand-chose, elle est sympathique, elle a une bonne présence, mais ça se voit qu'elle n'est pas le centre de l'histoire, et que du coup, c'est cool de l'avoir intégrée cette fois. Parce que dans le premier Suicide Squad, c'était surtout un film sur elle et Deadshot. Dans le premier Suicide Squad, c'est surtout un film Suicide Squad et un mini-film Harley Quinn, vu qu'on avait toute l'origine d'Harley Quinn dans Suicide Squad, du coup, alors que c'était un film Suicide Squad et pas un film Harley Quinn. Là, pour le coup, elle a quand même si elle a son arc à elle a quand même autant de temps d'écran, qu'un Peacemaker ou qu'un Polka Dot, bon peut-être moins qu'un Polka Dot Man ou qu'un Ratcatcher. Donc c'est un personnage qui est intégré, qui fait partie de l'équipe, qui est autant développé que l'équipe. Et c'est ça qui marche bien avec le personnage. Et il y a aussi des indicateurs qui montrent qu'elle a rompu avec le Joker, avec ses tatouages qui ont changé. Avant c'était écrit Property of Joker, je crois, et maintenant c'est écrit Property of No One. Ou avant c'était écrit qu'elle aimait bien le Joker sur sa veste, mais c'est écrit que maintenant elle aime pas les clowns, etc. Donc tout est indiqué pour que oui, elle continue dans ce film-là, elle continue son émancipation, et c'est cool. Margot Robbie fait le taf, même si je la sens. Personnellement, je la trouve moins concernée quand même dans ce film-là. Je la trouve moins concernée, je trouve. Elle est moins à fond, elle est plus modérée dans ce film-là que dans les autres, je trouve. C'est pas sa meilleure perf en Harley Quinn, je trouve. Mais elle fait le taf, et bien, le personnage est bien. Je sais pas, à mon avis, on la reverra dans un spin-off dédié, vu que Margot Robbie et James Gunn ont discuté à propos de l'avenir du personnage. Donc j'imagine qu'on la verra dans un spin-off dédié à elle. Du coup, je pense à un Gotham City Sirens. Et elle aura sûrement le droit à une relation homosexuelle, à mon avis, vu que comme dans ce film-là indique clairement qu'elle en a fini avec les hommes. Donc je pense que dans la prochaine fois qu'on la reverra, elle aura une relation avec une femme, je pense. Et je pense que ce sera certainement avec Poison Ivy, vu que Poison Ivy c'est le truc que Margot Robbie veut voir, et c'est le truc que les fans veulent voir. Harley Quinn et Poison Ivy ensemble. Donc je pense que ça verra le jour, peut-être pas au cinéma, vu qu'on a vu qu'Harley Quinn n'était pas très bankable, vu que Birds of Prey a fail, mais peut-être sur HBO Max, pourquoi pas. Donc voilà pour l'avenir de Harley Quinn, et ça me dérangerait pas si on la revoit pas dans la Suicide Squad, dans le sens où Harley Quinn c'est un personnage qui fait partie de la Suicide Squad que depuis 2011, elle a pas été dans la Suicide Squad pendant 30 ans d'histoire, des années 80, elle a même pas été créée dans les années 80, donc ça me dérange pas qu'on la revoie, vu que c'est vrai qu'Harley Quinn je suis pas un grand fan du personnage, et c'est vrai que je préférerais avoir un film Suicide Squad sans elle, personnellement, vu que je comprends pas le délire autour du personnage, moi je suis pas un grand fan. Donc j'aimerais bien qu'elle soit pas dans le prochain. Un peu comme Peacemaker, que les deux ont leur spin-off à eux, et comme ça ils sont pas dans la Suicide Squad, dans le prochain quoi. Mais c'est un personnage qui est sympa, qui a son temps d'écran, et voilà, comme d'hab, un bon personnage malgré tout, c'est juste que j'ai du mal avec
la vision globale qu'elle a depuis le premier Suicide Squad, je trouve. Parce qu'elle est pas assez méchante. Ensuite, on a le personnage de Ratcatcher 2, Ratcatcher 2, qui est la fille de Ratcatcher 1, du coup. Même si on est sur un film très comic book movie, James Gunn a pris énormément de liberté avec énormément de personnages. Bloodsport, déjà, il y a quand même beaucoup de liberté sur Bloodsport. Mais avec Ratcatcher 2, là, c'est une réinvention totale du personnage de Ratcatcher. Donc, James Gunn a voulu prendre un perso un peu ridicule. Il aime bien les rats. Donc, il s'est dit, on va prendre le personnage de Ratcatcher, on va la mettre dans la Suicide Squad. Vu que Ratcatcher n'a jamais fait partie de la squad dans les comics. Ratcatcher dans les comics, c'est un homme qui s'appelle Otis. C'est un homme qui s'appelle Otis Flanagan, qui bosse dans les égouts, qui un jour est viré par son patron, et qui pour se venger apprend à contrôler les rats, pour se venger de son patron pas gentil. Donc c'est un ennemi de Batman, qui a affronté Batman plusieurs fois dans les égouts, etc. Bref. Là, dans le film, ça change complètement, pour le coup, vu que là, du coup, Ratcatcher, c'est une Portugaise, qui vient donc du Portugal, qui est la fille de Taika Waititi, du premier Ratcatcher. On sait pas si ce Ratcatcher-là s'appelle Otis Flanagan, s'il a affronté Ben Affleck, on sait pas, le Batman de Ben Affleck, on sait pas. Et donc, on découvre qu'ils étaient pauvres, et c'est pour ça qu'ils vivaient dans les égouts et dans la pauvreté, etc. Et que le premier Ratcatcher était accro à la drogue, à chaque fois il se dopait, et il est mort d'overdose. Donc sa fille va donc succéder à lui. D'ailleurs, le cameo de Taika Waititi était sympathique, on va dire, quand même, c'était sympa. Voilà, merci Taika. Puisque Taika Waititi et James Gunn ont un style assez proche, donc ça m'étonne pas que l'un joue dans le film de l'autre. Du coup, et donc c'est elle qu'elle a choisi de partir aux États-Unis, là où c'est un peu le pays du succès, on va dire. Et donc elle a commis des vols, et elle s'est fait arrêter aux États-Unis, du coup. Là aussi, je trouve ça dommage qu'on ne sait pas si elle s'est fait arrêter par Batman ou pas, vu que Ratcatcher dans la comics c'est un ennemi de Batman. Là, on sait qu'elle s'est fait arrêter, mais on ne sait pas par qui, par quoi, par les flics. Donc on ne sait pas si cette réinvention du personnage est un ennemi de Batman. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un flashback dans la scène du van, on la voit se faire arrêter par Batman, tu vois. Pas forcément faire revenir Ben Affleck, juste Batman de dos, on voit juste le masque ou je sais quoi, tu vois. C'est un peu dommage qu'on voit pas ça. Encore une fois, j'aurais aimé qu'on ait des flashbacks dans le film quand même, vu qu'on sait pas si c'est un ennemi de Batman. Son design est à peu près fidèle au comics avec son masque à gaz, même si je trouve ça aussi un peu dommage qu'elle le porte extrêmement peu, le masque à gaz. Là où Bloodsport porte assez souvent son casque, elle porte assez peu son masque à gaz. Le masque à gaz sert surtout quand tous les Starro tombent sur le visage des autres, vu que là, avec son masque à gaz, Starro ne peut pas la contrôler du coup. Donc au moins le masque à gaz a une utilité quand même. Et donc ils ont un peu changé par rapport aux comics. Dans les comics, en gros, c'est juste le gars élève des rats et il arrive à faire contrôler les rats. Alors que dans le film, du coup, elle a un espèce de sceptre qui permet du coup de contrôler les rats. Du coup, de les contrôler, de les convaincre plutôt. C'est pas vraiment du contrôle, c'est un peu une demande aux rats de l'aider du coup, donc puisqu'elle est amie avec les rats. Et donc c'est vraiment une réinvention totale, vu qu'en plus là, c'est pas un homme comme dans les comics, mais une femme, et elle est portugaise, et c'est une gamine, elle a la vingtaine d'années quoi. Mais donc c'est un personnage extrêmement réinventé, mais je pense pour le mieux, dans le sens où c'est pas un personnage très intéressant dans les comics. Ratcatcher, c'est le gars qui a été viré par son patron et qui veut se venger et qui est pas gentil. Alors que là, le personnage est bien plus intéressant, mais encore une fois, elle est pas du tout méchante. Pour le coup, c'est le personnage le plus gentil du film, vu que c'est juste une voleuse qui a un cœur un peu pur, qui est très sympa, qui veut montrer à Bloodsport qu'il y a du bon en lui, etc. Donc encore une fois, c'est pas un personnage méchant. Malheureusement, j'aurais peut-être aimé qu'elle soit un poil plus méchante quand même, parce que là, elle l'est pas du tout pour le coup. Donc encore une fois, ça fait un anti-héros là, vu que c'est une voleuse, du coup. Et donc le personnage, mais sûr, en tant que personnage, en tant que tel, le personnage est très bon. Sa relation avec Bloodsport, cette relation père-fille marche très bien. Où du coup, elle sauve Bloodsport à la fin, et grâce à elle, Bloodsport a retrouvé du bon lui, et donc du coup, n'a plus peur des rats. Et ce film a plein de mascottes, il y a Weasel, il y a King Shark, et il y a le petit rat Sébastien, du coup, le petit rat avec Ratcatcher, qui est un vrai rat. Pas toujours, je pense, ça m'étonnerait que il soit tout le temps un vrai rat quand même, mais le rat était vraiment dans le tournage, pour le coup, c'est vraiment un vrai rat, du coup, et donc le personnage marche bien. Et donc le personnage marche bien avec Bloodsport, le personnage marche bien avec King Shark, où du coup elle trouve King Shark tout mignon et donc elle veut être son ami et cette relation marche très bien quand ils sont un beau câlin à la fin du film. Donc oui, c'est un personnage qui fonctionne. Tu vois, c'est un personnage humain, touchante, qui a une histoire triste et qui est vraiment attachante. Et c'est elle la MVP du film à la fin, vu que c'est elle qui... On voit à quel point son pouvoir ridicule devient extrêmement utile, vu que du coup elle envoie tous les rats pour bouffer Starro, quoi. Du coup, tous les rats de la ville
Et donc au final, et je trouve aussi que c'est peut-être le personnage est un petit peu une facilité scénaristique, vu qu'avec son pouvoir, il y aurait moyen d'exercer des choses plus facilement que ce qui a été fait dans le film. Vu qu'elle a un pouvoir qui aurait pu être utilisé un peu plus souvent, je pense. Par exemple, quand tu as les Corto Maltésiens qui viennent arrêter la squad dans le bar, elle aurait pu utiliser les rats pour tous les battre, tu vois, je sais pas. Donc c'est vrai que c'est un peu un personnage facilité scénaristique, quelque part quand même, malheureusement. Mais c'est un bon personnage, un peu ignorante, un peu naïve, qui voit de la gentillesse un peu partout envers tous les personnages. Et je trouve que ça marche bien. Après, c'est vrai que Ratcatcher, comme c'est un personnage assez secondaire des comics, je m'en fous du personnage. Le personnage était cool pour un seul film. J'aimerais pas forcément la revoir. La Suicide Squad mérite d'avoir d'autres personnages un peu plus connus ou que j'aimerais découvrir. Mais c'est sûr qu'on la reverra vu qu'elle n'est pas morte. Et ça faisait parce que là aussi, les survivants sont assez prévisibles dans le film. Vu que Idris Elba c'est le personnage principal, Ratcatcher c'est une gamine de 20 ans, tu vas pas la tuer. Harley Quinn elle est bankable à peu près, tu vas pas la tuer. King Shark c'est la mascotte, tu vas pas le tuer. Peacemaker il y a sa série qui arrive, tu vas pas le tuer. Donc c'est vrai que les 3/4 des survivants du film sont malheureusement un peu prévisibles quand même. Je m'y attendais à ce qu'ils survivent quoi. Mais oui, Ratcatcher est un personnage plutôt bon malgré tout. On verra. Je suppose je veux pas de spin-off, abusez pas. Ne faites pas des spin-offs sur tous les personnages de la suite, parce que n'abusez pas. D'ici, il y a tellement de personnages à faire, mais faites pas chier avec des spin-off Ratcatcher ou Polka Dot Man, hein, s'il vous plaît. Faites-la revenir dans le prochain Suicide Squad si vous voulez, mais c'est tout. Mais voilà, c'était un très bon personnage qui s'avère très utile à la fin, et voilà. Daniela Melchior, qui d'ailleurs faisait la voix portugaise de Gwen Stacy dans Into the Spider-Verse, et qui a joué qui est une grande star au Portugal, je crois. Bah du coup, sa carrière va probablement exploser, on va la voir un peu partout, je pense, maintenant. Donc félicitations à elle, et c'est mérité vu que sa performance est très cool et le personnage est très sympa. Ensuite on a le personnage de Polka Dot Man, et là j'ai adoré la réinvention de James Gunn. Vu que Polka Dot Man dans les comics c'est un personnage que je connais, vu que j'ai découvert dans le dessin animé Batman à l'Alliance des Héros. Du coup, et en gros Polka Dot Man c'est un personnage qui a été créé dans les années 60, et en gros les années 60, c'est la période où Batman était light, était un personnage très fun, très cool, très kitsch, où il affrontait des méchants qui avaient aucun sens et qui étaient très colorés. Et Polka Dot Man, c'est un peu le représentant ultime de ces personnages. En gros, il s'appelle Abner Krill et il a un costume rempli de pastilles. Et en gros, il peut sortir des pastilles de son costume et en faire, je sais pas, en faire des cerceaux, en faire des armes, en faire des missiles, en faire tout ce qu'il veut. En fait, il a un pouvoir très bizarre en fait dans les comics, Polka Dot Man. Et voilà, c'est juste ça, c'est un personnage très ridicule des comics en fait, très mineur. Et moi, j'ai trouvé ça cool, parce que ça reste un personnage un minimum connu, vu que c'est un personnage très connu pour être très ridicule. Et j'ai adoré la réinvention de James Gunn d'en faire un personnage tragique, du coup, de faire du personnage le plus fun, le plus bizarre, le plus kitsch au monde, le plus tragique. J'ai adoré cette réinvention, j'ai trouvé, pour moi c'est du génie. Et donc cette version de Polka Dot Man, du coup, encore une fois, on ne sait pas si c'est un ennemi de Batman. J'aurais bien aimé avoir un flashback de lui contre Batman, mais bref, on ne sait pas. Mais j'ai bien aimé la backstory dans le sens où c'est sa mère qui voulait créer des super-héros, sa mère qui travaillait à Star Labs. Donc cette version de Polka Dot Man est quand même reliée à l'univers DC, et qu'il est relié à Star Labs, qui est un laboratoire de DC qui est très connu, bien sûr. Et donc il a une espèce de virus interdimensionnel. Donc au final son pouvoir provient plus ou moins du multivers, vu que ça vient d'une autre dimension, son virus, du coup. Et en gros, ce virus, s'il n'utilise pas ses pouvoirs 2 fois par jour, et bien ce virus le tue, en fait, l'avale tout cru. Et j'ai adoré le concept, en fait. J'ai adoré le concept, le fait que, en plus, James Gunn profite de ça pour en faire un espèce de personnage un peu flippant, Norman Bates, qui dit rien, qui est tout sombre. Et le fait qu'il fasse un peu du body horror avec quand il y a des gros boutons en pastilles colorées qui sortent de son corps, qui le rendent presque creepy, horrifique. J'ai adoré la réinvention, franchement j'ai trouvé que c'était du génie de faire ça. Mais vraiment utiliser ce personnage kitsch pour un propos un peu horrifique, un peu macabre. Et au final le trouver attachant parce qu'il est tragique. Son costume est fidèle au comics, c'est plutôt cool. Et je trouve que c'est un très bon personnage, le personnage un peu timide, qui parle pas beaucoup, mais qui s'ouvre un peu au fil du film, qui se met à boire de l'alcool, qui devient un peu ami avec les personnages, avec Ratcatcher qui l'apprécie, etc. C'est un personnage plutôt cool. Et donc on voit que c'est un personnage qui est très timide, et quand Milton meurt, on voit qu'il s'était attaché à Milton. Et ça c'était assez marrant ce moment-là avec Milton. Mes deux seules déceptions, c'est son pouvoir quand même. En fait, il balance des pastilles qui font fondre les gens. Et c'est tout. Alors dans les comics, il sort des pastilles, ça peut être des armes, ça peut être tout ce que tu veux. Il a un pouvoir extrêmement imaginatif, alors que là, son pouvoir, c'est juste des lasers, quoi.
C'est juste tu remplaces les pastilles à la place des lasers. Donc c'est vrai que son pouvoir il est pas très original par rapport au comics, donc je suis un peu déçu de ses pouvoirs. Je pense qu'on aurait pu faire un truc encore plus explosif avec lui et sa mort. Vu que même si son arc est complété à la fin du film, vu que on le voit à la fin du film, la suite soit est filmée, donc tout le monde sait que ce sont des héros maintenant. Et donc tu as Paul Catman qui blesse Starro et qui se considère comme un super-héros enfin. Il lutte pour sauver des innocents enfin dans sa vie. Donc oui, son arc est terminé, il est enfin un super-héros. Il est filmé par les caméras, donc tout le monde se souviendra de lui comme un super-héros. Donc oui, c'est un super-héros. Donc son arc est fini et donc il crève. Mais j'ai trouvé ça prévisible, déjà dès les bandes annonces, je m'attendais à ce qu'il crève à ce moment-là. Dès que dans la bande tu vois qu'il dit « je suis un super-héros », c'est censé être un film de super-vilain. S'il crie qu'il est un super-héros, ça veut dire qu'il a grandi au fil du film. Ok, il va mourir après cette phrase. C'est exactement ce qui s'est passé. Il est mort après cette phrase, du coup. Et j'ai trouvé ça dommage. Sa mort est à la fois prévisible et à la fois c'est une facilité scénaristique, vu qu'en fait, Paul Catman est giga fort. Le gars, il a failli fondre toute la patte de Starro, si on va appeler ça une patte, du coup, de Starro. Du coup, Starro le bute, mais c'est dommage. C'est dommage. On aurait pu le buter de manière un peu plus tragique, tu vois, pas forcément de manière comique. J'ai trouvé que ça faisait très facilité scénaristique sa mort, dans le sens où il aurait pu buter Starro. Mais la mort est cool, mais ça fait facilité scénaristique malheureusement je trouve, et c'est dommage. Et c'est toujours cool de voir David Dastmalchian un peu partout, vu que c'est un acteur qui est partout. Le gars il a fait tous les trucs liés au comic book. Récemment il a fait la voix du calendrier dans les films d'animation Batman à Halloween. Il a joué l'homme de main du Joker dans The Dark Knight. Il a joué l'homme de main du Joker Junior Jérôme dans Gotham. Il a joué le pote de Ant-Man et de Louis dans les deux Ant-Man. Il a joué Abracadabra dans la série Flash. Le gars il a joué partout. Donc c'est cool de le revoir là. C'est un acteur que j'aime bien, il est plutôt cool. A joué ses persos secondaires assez sympas et j'ai beaucoup aimé la réinvention du personnage. J'ai juste eu ces deux déceptions là. Sinon j'ai bien aimé la réinvention du personnage pour le coup. Et du coup je vois pas en quoi Paul Catman est méchant. A priori il a tué sa mère, du coup le gag avec sa mère était très bien trouvé, c'était très cool. Son PTSD sur sa mère, c'était très bien trouvé. A priori il a tué sa mère. Et j'imagine que c'est pour ça qu'il a été mis en prison, du coup sinon c'est pas vraiment un méchant. C'est un gars, lui-même il a dit qu'il voulait être un super-héros, donc voilà, à la fin il en devient un, donc au final c'est pas vraiment un méchant, encore une fois c'est encore un personnage qui est pas méchant. Donc c'est pas vraiment un film de méchant, encore une fois, comme je l'ai dit 500 fois. Et ensuite on a le personnage de Peacemaker joué par John Cena, le fameux John Cena. Et Peacemaker à la base le personnage aurait dû être joué par Dave Bautista, vu que c'est un des acteurs fétiches de James Gunn, qui joue Drax. Mais je suis content qu'au final Dave Bautista n'ait pas pu à cause de l'Armée des Morts qu'il jouait, où il tournait avec Zack Snyder. Vu que j'aimerais que DC garde Dave Bautista pour plus tard, pour qu'il joue Bane dans le MCU, dans l'univers, dans le DCU. Donc là je suis content qu'il le joue pas. Et je trouve ça cool de voir John Cena jouer un super-héros. Du coup, c'est un catcheur qui est maintenant un acteur en devenir. Je l'ai bien aimé dans Bumblebee. Il a été dans Fast and Furious 9, il est un peu partout maintenant. Et c'est cool de le voir un peu de plus en plus. Et là, je pense que c'est un peu le personnage qui va le faire percer maintenant, vu qu'il aura sa série après. Donc ça va être un peu son personnage iconique à lui. Et ça, c'est cool. Et en gros, le personnage de Peacemaker dans les comics, en fait, il est plutôt fidèle aux comics déjà, vu qu'en gros dans les comics, Peacemaker n'a pas été créé par DC Comics, mais par Charlton Comics déjà. Et en gros, il a été créé dans les années 50-60, c'est un personnage très vieux, et en fait c'est un super-héros. C'est un vrai super-héros qui sauve des vies et qui lutte pour la paix en fait. Mais vraiment c'est un vrai super-héros très patriote, très gentil quoi. Et quand DC Comics a récupéré Charlton Comics, eh bien ils ont choisi de réécrire le personnage et de se dire, parce que Peacemaker c'est un personnage très plan-plan, c'est le super-héros qui fait ça pour la paix, et moi ils se sont dit, et s'il utilisait la paix comme justification pour tuer tout le monde? Et du coup DC Comics l'a inventé, et ils en ont fait un psychopathe qui est complètement fou, qui tue tout le monde pour la paix, et donc il massacre des gens, des vies entières juste pour la paix, et donc ça n'a aucun sens, et donc c'est ce personnage-là qu'on retrouve, et du coup dans le film Suicide Squad, il a jamais, lui aussi, comme Ratcatcher, comme Bloodsport, comme Paul Catman, n'a jamais fait partie de la Suicide Squad dans les comics, mais il a fait partie de l'équipe Checkmate, qui est une équipe qui est aussi commandée par Amanda Waller dans les comics, donc il reste déjà plus proche de cet univers-là, gouvernemental, et du coup le costume est totalement fidèle aux comics pour le coup, vu que là on est vraiment dans on voit vraiment qu'on est sur un personnage des années 70-80 là. C'est un peu le nouveau Rambo, c'est vraiment le gros bodybuilder qui massacre tout le monde des années 80. C'est clairement ça, avec son costume totalement fidèle aux comics, complètement kitsch, qui a aucun sens, mais qui est très cool quand même, avec son casque en mode papier-toit, en mode PQ un peu, comme dit Bloodsport.
Et je trouve que John Cena fait plutôt bien le taf. Même au niveau de l'histoire, le personnage est plutôt fidèle aux comics, même si on verra surtout ça dans la série. Vu que c'est dans la série Peacemaker qu'on verra un peu sa backstory, son histoire, avec son père qui était un raciste, qui a fait de lui un soldat, etc. Dans les comics, son père c'était un nazi, et donc c'était aussi un gars qui a fait de lui un soldat, et qui a participé à sa vision de l'Amérique, de la paix, du patriotisme. Elle est assez fidèle aux comics. Et donc c'est vrai que c'est un personnage qui sert pas à grand chose pendant tout le film, sauf à la fin, vu qu'en gros c'est surtout un rival à Bloodsport pendant tout le film au final. Avec le moment les deux se provoquent et ils butent tout le monde, ça c'était un moment très très fun. Et on voit à quel point il est musclé, on voit à quel point c'est un gars très militaire, qui est très propre sur lui, etc., qui est très fidèle. Ouais, et donc ça marche bien, il est très carré. C'est un personnage qui aime bien se foutre de la gueule des gens s'il le faut, etc. Mais on voit quand même qu'il s'attache quand même un peu à l'équipe au fil du film. On voit quand même qu'il s'attache un peu à King Shark qui a fait la petite bonde à son effigie, c'était marrant. On voit qu'il s'attache un peu à Ratcatcher quand il dit à la serveuse qu'elle a oublié de servir le rat. On voit quand même que c'est un personnage qui s'humanise un petit peu. Et quand tu as Bloodsport qui parle de son père, il y a un petit plan sur le regard de Peacemaker. On voit que lui aussi a dû vivre des choses assez sales avec son père, qui sera d'ailleurs joué par Robert Patrick dans la série Peacemaker. Du coup, et donc il est quand même un petit peu humanisé. Il est quand même un petit peu humanisé au fil du film, jusqu'à ce moment du coup où je trouve l'idée géniale de ce duel entre Peacemaker et Rick Flag, deux visions de l'Amérique en fait, deux visions du patriotisme, vu que t'as l'un, c'est un soldat américain qui veut que les Américains connaissent la vérité, et t'as l'autre qui sait que si les Américains connaissent la vérité, ça pourrait créer des guerres et donc détruire la paix, et Peacemaker est là pour créer la paix. Donc j'ai trouvé cette idée de mettre Flag et Peacemaker en combat idéologique parfait. Je trouvais que c'était bien trouvé. Donc pendant tout le film, on trouvait que le personnage servait un peu à rien. Et là, on découvre du coup qu'il est vraiment utile par rapport à ça, vu qu'on découvre que Waller l'a engagé également pour cette mission-là. Et donc cette fight avec Flag était vraiment très cool. Et on voit que c'est un personnage qui va quand même évoluer, vu que on voit qu'il voulait pas tuer Rick Flag, vu que Rick Flag ça reste un grand héros de la nation. Donc on voit qu'il a vraiment tué Rick Flag à contre-cœur. Et on voit que Rick Flag, ses derniers mots ont été de se foutre de sa gueule. Et donc on voit que Peacemaker a l'air affecté par ce qu'il a fait, Rick Flag, est-ce que ce qu'il fait a un sens. Donc au final c'est un personnage qui commence à douter de lui, du coup ça marche bien. Et donc je pense que ça pourrait être très intéressant de voir ça se développer dans sa série télé, du coup de voir son dilemme de est-ce que tuer des gens pour la paix ça a un sens en fait, etc. On voit que c'est un peu le personnage psychopathe. Encore une fois, c'est pas un méchant, c'est l'anti-héros. C'est l'anti-héros incarné, pour le coup c'est vraiment un anti-héros, c'est un gars qui croit être un super-héros mais qui commet des meurtres pour faire quelque chose qu'il pense être héroïque, donc c'est clairement un anti-héros. Et j'ai bien aimé du coup sa rivalité à la fin avec Bloodsport qui ramène au dialogue de début où il disait qu'il avait des balles plus petites, et donc là c'est Bloodsport qui a des balles plus petites et qui donc le tue. Mais il n'est pas mort. Et donc on découvre qu'il fera des missions solo pour Waller et pour toute la clique dans sa série télé, où du coup il affrontera et fera peut-être équipe avec le personnage de Vigilant, du Judo Master, peut-être d'autres personnages des comics, et donc il va faire des missions pour Waller dans sa série télé, et on va également découvrir toute sa backstory avec son père raciste. Et donc on verra bien quel sera l'avenir de ce personnage qui est, pour le coup lui c'est un personnage qui a eu des comics à lui, donc ça me dérange pas qu'il ait sa série au final, vu que c'est lui contrairement à Ratcatcher ou Palcaton qui sont vraiment des personnages secondaires qu'on voit assez peu dans les comics, etc. Lui c'est vraiment un super héros de DC, un petit super héros, mais un super héros quand même, qui a eu ses propres comics, ses propres aventures, donc ça me dérange pas tant que ça qu'il ait sa série quand même, malgré tout. Et donc voilà, on verra bien ce que fera ce Captain America con dans sa série télé, qui sortira en janvier 2022, qui est toute prête. La série James Gunn, il se faisait chier, il a fait sa série très rapidement, pendant le confinement. Donc on verra bien sa série du coup en janvier 2022, qu'est-ce qu'il va faire en janvier 2022 du coup. Et pour l'anecdote, c'est Peacemaker qui a servi d'inspiration principale au personnage du comédien dans Watchmen. Vu qu'à la base, Peacemaker aurait dû être dans Watchmen, Alan Moore n'avait pas le droit de mettre des personnages de Charlton Comics, il a choisi de créer des nouveaux personnages, et donc il s'est inspiré de Peacemaker pour créer le comédien dans Watchmen. Donc au final c'est un personnage qui est pas du tout anodin non plus, quoi. Vu que le comédien ça reste un gros personnage, quoi.